s'assurer que l'ensemble des collaborateurs, des salariés, d'une entreprise, d'une administration, d'une association rentrent tous les soirs sains et saufs chez eux, sans maladie professionnelle, sans accident, sans blessure, vraiment sains et saufs. Et c'est là tout l'enjeu de la prévention des risques professionnels. Et surtout, pour cela, on va surtout se reposer sur des mesures de prévention. Les mesures de prévention, c'est ce qui va être déterminant et c'est l'enjeu et c'est l'objectif de ce poste. Bonjour, je suis Nina Grubeau, la gérante des sociétés Attitude QHSE et Acquise. Nous savons ce qu'on fait, comment on le fait et qui je suis. Le descriptif est dans la bio. Mais pour l'heure, je vous propose d'aborder les 9 mesures de prévention pour vous permettre de mettre en place ces fameuses mesures de façon efficace pour que tout le monde revienne à la maison sain et sauf. Je vous propose, c'est qu'on parte sur, pour chacun des principes, je puisse donner un ou plusieurs exemples qui vont vous permettre de mieux appréhender, de mieux comprendre la mesure, le principe. Principe numéro 1, prévenir le risque. Là, je veux bien prendre avec vous l'exemple du secteur du BTP. Donc, j'ai un petit peu été formaté par le BTP dans mon activité, avec la tranchée. On est sur un chantier, une tranchée a été creusée pour pouvoir permettre le passage d'une canalisation. Peu importe. Quoi qu'il en soit, on a une tranchée qui fait un peu plus de mètres. Et là, les ouvriers, surtout ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps, ils vont se dire, comme j'ai le compas dans l'œil, vous comprenez, pas besoin de mesurer, je peux sauter, il n'y a pas de problème, mais surtout, ça va aller plus vite. Oui, mais non. On va éviter le risque en mettant en place un moyen d'accès, une échelle, ou mieux. Dans les pays où on est un peu moins richement doté que la France, même une échelle fait maison peut largement suffire. Certains vont peut-être creuser un escalier, mais je ne suis pas hyper fan parce qu'il va suffire qu'il pleuve un peu, ça fait de la boue, on glisse, le résultat reste le même. Donc, on va privilégier le risque. Typiquement là, dans mon exemple, on va éviter le risque de chute. Pire qu'il pleuve un peu, ça fait de la boue, on glisse, le résultat reste le même. Donc, on va privilégier le risque. Typiquement là, dans mon exemple, on va éviter le risque de chute. Deuxième principe, évaluer les risques. Là, allons dans une usine. Je vous propose qu'on aille dans une usine. Bon, les usines, c'est là où j'ai été formé. Donc, voilà. Donc, dans cette usine, on va prendre l'exemple d'une usine qui émet des fumées. On ne va pas se dire tout de suite, bon, ce sont des fumées toxiques, on va mettre des masques. Vous savez très bien que des masques, il y en existe plusieurs, énormément, et des masques qui vont arrêter un certain type de particules, tandis que d'autres ne le feront pas. Donc, avant de se dire déjà que les fumées peuvent être dangereuses, ça peut être juste une émanation d'eau. Par exemple, un circuit d'eau qui va refroidir, d'eau froide qui va refroidir un moteur, va probablement émettre de la vapeur d'eau. Mais ça peut être autre chose. Donc, on va procéder à des analyses. Ces analyses vont nous permettre de déterminer quel est le type de produit, quel est le type de particules qui sont émises et si elles sont dangereuses ou pas pour l'homme. Et dans ce cas-là, on mettra en place les mesures de prévention collective et ou individuelle qui va permettre de limiter le risque. Numéro 3, combattre les risques à la source. Là, je vous propose le milieu des grandes surfaces de l'alimentation, des magasins. On est dans le rayon, je l'ai vu dernièrement, on est dans le rayon de l'alimentation pour les animaux de compagnie, les chiens, les chats, les oiseaux et compagnie. Là, les sacs, le poids des sacs doivent être limités. 20 ou 25 si c'est un homme ou si c'est une femme, etc. Ce qu'on n'a pas pris en compte, pour la plupart du temps, c'est la fréquence à laquelle le magasinier va réalimenter son rayon. Pour limiter, si on est dans une chaîne, on ne va pas donner de nom, mais les chaînes, les principales chaînes, où le magasinier doit souvent faire cette tâche de réalimenter les rayons avec des sacs de 20-25 kg, il me paraît
plus judicieux de demander dès la fabrication de faire des sacs plus petits. Ces sacs, vont permettre de limiter le risque dorsal pour le magasinier, mais aussi le consommateur et le client. Vous imaginez la petite dame qui fait 1m50, 1m55, qui a 3 gros chiens à la maison, il faut qu'elle soulève le sac de 20 à 25 kg, quoi. Non mais, vous voyez où je veux en venir. Principe numéro 4, nous sommes sur, on revient dans l'automobile, dans l'usine de montage d'une voiture, et l'exemple que je vais vous prendre, c'est la chaîne de montage, tout simplement. On est sur un travail à la chaîne, et donc par conséquent, vous l'avez forcément vu à la télé, les voitures, elles sont rehaussées pour être à hauteur d'homme. Hauteur d'homme ou de femme, vous avez compris, quand je parle homme avec un grand H, on va dire à hauteur d'humain. C'est beaucoup plus évident. On peut revenir dans le monde administratif avec le bureau. On est d'accord qu'il existe des personnes plus petites que d'autres. Donc, certaines personnes vont plafonner à 1m55, 1m60 et d'autres vont plafonner à un peu plus de 1m80. Donc, il nous paraîtra du coup évident que pour ces personnes, on mettra en place certes des bureaux, mais des bureaux réglables en hauteur. Donc, on est dans un projet de réaménagement, on essaie d'investir sur des bureaux réglables en hauteur, ou on est sur des bureaux, on est sur une mise à jour, une mise en conformité. On va voir dans la mesure du possible comment c'est possible de faire augmenter la taille du bureau. La hauteur du bureau, pas la taille, mais la hauteur du bureau. Numéro 5, tenir compte de l'évolution de la technique. Dans mon entreprise, nous y sommes en fait actuellement. C'est pour ça que je suis un petit peu plus à l'aise avec cet exemple. On va prendre l'exemple du logiciel de comptabilité. Le cheminement classique dans une entreprise lambda qui n'a pas encore du tout dématérialisé. On reçoit la facture par courrier, parce que certains encore envoient la facture par courrier, par la poste. Cette facture, elle est ouverte, elle est mise dans la bannette réservée à la comptabilité. La comptabilité la reçoit. S'il y a plusieurs personnes qui doivent la valider avant paiement, elle fait une photocopie pour toutes ces personnes. Ensuite, ça lui revient. Elle scanne la pièce comptable pour pouvoir la mettre sous le logiciel. Et ensuite, elle le met en paiement. Ça, c'est dans un cas, on va dire, plus ou moins classique. Mais il peut y avoir d'autres cas où, une fois que ça a été validé par les personnes en charge de la prestation, du suivi de la prestation, il faut qu'elle soit validée ensuite par une autre personne. Donc là, on a encore des photocopies. Les applications comptables permettent maintenant de recevoir, d'enregistrer automatiquement la pièce comptable, la facture notamment, client ou fournisseur, de l'envoyer en validation aux personnes concernées, tout ça de façon numérique, de la faire valider et ensuite elle est mise en paiement. À aucun moment la facture n'a été imprimée, la pièce comptable n'a été imprimée et du coup on garde l'impression que quand c'est strictement utile et nécessaire, je pense notamment, je vois notre comptable, elle imprime des tableaux sous des formats A4, enfin, parce qu'il y a beaucoup de lignes, c'est tout petit, donc là, on garde l'impression quand c'est strictement nécessaire. Et surtout, cette application va permettre notamment, avec cette période de Covid-19, de pouvoir limiter la présence de la comptable sur place. Qui dit sa présence limitée sur place, elle a la capacité et moyens chez elle de faire du télétravail, pourquoi pas? Ça veut dire qu'il y aura moins de personnes présentes sur le site, donc une limitation de la contamination possible. Par ceux qui les moins. Là, l'exemple que j'ai, ça va être les produits d'entretien, les produits de nettoyage. On a cette vague de nouveaux produits verts qui apparaît, écolabel. N'oublions pas que pour 95% d'entre eux, et j'avoue honnêtement, je n'ai pas encore vu, probablement que ça existe, mais je n'ai pas encore vu aucun produit vert sans l'étiquette de danger, qui dit que c'est soit la croix, etc., dangereux pour l'environnement, nocif, corrosif, enfin voilà. Il n'en reste pas moins que qui dit produit vert ne dit pas forcément totalement inoffensif. Ça reste un produit dangereux, ça reste un produit chimique, par définition dangereux. Mais il y a une très forte probabilité que ce produit vert soit moins dangereux, moins toxique que le produit dit standard de base.
Donc, à vérifier au cas par cas, produit par produit, en mettant bien en place le rapport prix-efficacité, pour déterminer si le produit est vraiment moins dangereux. Numéro 7, planifier la prévention. Là, je vais vous renvoyer vers la boutique d'attitude QHSE, rubrique outils, où là, nous avons un plan de communication qui en ce moment est totalement gratuit, que vous pouvez télécharger. Dans ce plan de communication, le principe est le suivant, vous rentrez toutes les actions que vous devez faire dans l'année. Pour savoir quelles sont les actions que vous devez faire dans l'année, vous reportez tout simplement à votre document unique. Vous savez, le document d'évaluation des risques professionnels qui est obligatoire dès le premier salarié. Il est mis à jour chaque année, mais surtout à chaque événement majeur. Et notamment le Covid-19 est un événement majeur qui va vous obliger, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de mettre à jour votre document unique. Et vous retrouverez également dans la boutique Attitude rubrique acquise, vous retrouverez également une annexe qu'on a élaborée à votre attention sur le Covid-19 qui va présenter un certain nombre de mesures types que vous allez devoir quand même mettre à jour en fonction de la réalité de votre organisation. Donc, ce plan de communication dont je vous parle va vous permettre de planifier sur l'année vos mesures de prévention. Parce que vous ne pourrez pas tout faire une seule fois. Certaines actions vont vous prendre plus de temps que d'autres, donc il me paraît nécessaire de l'étaler sur le temps. De prévention numéro 8, prendre des mesures de protection collective. On est bien, alors j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête, notamment celui des gardes-camps dans le secteur du BTP. Il me paraît plus évident de mettre en place des mesures de prévention, de mettre un garde-corps qui va protéger l'ensemble des salariés, que de devoir fournir des harnais à tout le monde avec la ligne de vie qui peut s'en mêler quand un va passer à droite, l'autre va passer à gauche, en fait ça devient un vrai sac de nœuds. C'est plus facile. Autre mesure qui me vient aussi en tête, c'est on est en usine et là on a une machine qui fait énormément de bruit. Ce sera beaucoup plus évident si la technique le permet de capoter la machine, de l'insonoriser, que de fournir à tout le monde des bouchons individuels. C'est plus confortable. Dans certaines régions, en fait, dans certains pays, notamment en France, n'oubliez pas qu'il y a la direction des risques professionnels qui prend en charge une partie financière des mesures de protection collective sous réserve que votre document unique soit à jour. Donc c'est le cas pour, enfin c'est la mesure, la condition sine qua non, la première condition sine qua non pour pouvoir bénéficier de cette aide. Donc je vous conseille de vous rapprocher de votre direction des risques professionnels pour connaître les conditions précises de prise en charge. Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Si vous savez le nombre de fois que j'entends des responsables qui me disent « Mais Nina, on est dans l'urgence », on est toujours dans l'urgence en fait, c'est impossible de planifier quoi que ce soit, on est toujours dans l'urgence. J'ai vraiment énormément de mal à croire à cela en fait. Il y a un certain nombre, les actions, les demandes inopinées des clients, c'est normal, ça arrive dans toutes les entreprises. Les actions d'urgence, ça arrive, notamment par exemple quand le président a annoncé le confinement, il y a eu plein de choses qu'il fallait mettre en place. Là, on était dans l'urgence, on était en mode dégradé. C'est comme ça que moi j'appelle ça une situation dégradée. Mais on ne peut pas être non-stop H24 en situation dégradée. Il y a forcément un fonctionnement normal. C'est lors de ce fonctionnement normal qu'il faut qu'on donne les instructions appropriées. C'est-à-dire, on va dire au commercial, voici ton plan de route, enfin, ta charge de travail pour la journée. Tu dois faire tel client, tel client, tel client, tel client. Je lui donne 10 clients. Si au cours de la journée, on a un appel d'un client, c'est urgent, c'est une grosse commande, etc. On va décaler sur la ligne, mais ça ne peut pas devenir la norme. Vous voyez, la situation dégradée ne peut pas être la norme. La situation dégradée ne peut être qu'exceptionnelle. Donc, si vous êtes toujours en situation dégradée, effectivement, vous avez encore du boulot en matière d'organisation, de planification et probablement aussi d'outils pour vous permettre de basculer en situation normale et ainsi être plus réactif
quand vous basculez en situation dégradée, parce que vous l'aurez planifié. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton abonner et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche qui va vous permettre de savoir quand, quand nous allons publier une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, que j'oublie personne, il y a forcément un que j'oublie, et LinkedIn, bien sûr, pour recevoir nos actualités et nos articles.